D'après ce qu'on sait aujourd'hui, les caractéristiques de l'épidémie de Covid en termes de contagiosité, de dangerosité et de létalité sont exactement les mêmes en termes d'ordre de grandeur que les épidémies d'influenza qu'on a année après année. Ni plus, ni moins. Ce qui est rassurant quand même. Et puis, depuis le début, on a ce traitement médiatique assez halluciné qui en fait une espèce de catastrophe apocalyptique avec un ensemble d'indicateurs qui sont balancés à la face des gens et dont j'ai dit depuis le début, vous feriez la même chose avec la grippe année après année ou avec les cancers ou avec les maladies cardiovasculaires, vous généreriez le même état de terreur dans la population. Donc ça, c'est une chose. Et puis la deuxième, c'est qu'il y a effectivement une mortalité très importante dans nos pays, plus que partout ailleurs, avec un discours de la part des autorités qui est intenable sur le plan scientifique, qui est le fait de dire « heureusement qu'on a confiné les gens, regardez le nombre de morts que ça génère, puis si on ne l'avait pas fait, il y aurait encore plus de morts. » Alors qu'une analyse scientifique de la situation montre que les pays où les taux de mortalité ont été les plus faibles, et je rappelle quand même qu'en Corée du Sud, le taux de mortalité était de 4 par million d'habitants. En Suisse, actuellement, on est à 180. En Espagne, on est à 400. Donc, vous voyez l'ordre de grandeur. Il y a 100 fois plus de morts proportionnellement en Espagne qu'en Corée. Toute l'épidémiologie infectieuse nous apprend que ce qu'on a fait est l'inverse de ce qu'il fallait faire. Il ne faut surtout pas confiner l'ensemble de la population comme on l'a fait. Il faut dépister très rapidement pour voir quelles sont les personnes contagieuses et elles les isoler le temps qu'elles ne le soient plus. Et si jamais on fait ça, l'épidémie passe en quelques semaines sans faire de dégâts. Nous, on a fait tout l'inverse, avec des pertes massives. Donc ce que je dis, c'est que l'essentiel des morts du Covid sont des morts politiques. Sont des morts comme conséquence d'une politique sanitaire imbécile et létale. Donc ça a tué des milliers de personnes, des décès évitables si on avait réagi intelligemment, et des autorités qui viennent nous dire d'une manière mais scandaleuse. Regardez à quel point le virus est dangereux. Alors de nouveau qu'il n'est pas plus dangereux que le virus de la grippe. Donc on marche vraiment sur la tête, on est dans des zones de malhonnêteté intellectuelle et à mon sens même de perversité. Alors première question très personnelle, j'ai pu lire que Jean-Dominique Michel avait attrapé le virus. Oui, c'est vrai, j'ai une expérience personnelle du Covid. Alors, je dois dire de manière relativement sereine, parce qu'à ce moment-là, je savais déjà que hors catégorie à risque, et notamment le fait de déjà souffrir d'une pathologie chronique, qui est en fait ce qui expose réellement au fait de connaître des états graves ou critiques de la maladie, je n'étais pas particulièrement en danger. C'est vrai aussi que la démarche fondamentale de l'anthropologie, c'est l'observation participante. Donc ça ne veut pas forcément dire qu'on cherche à tomber malade quand on étudie, par exemple, un service d'oncologie ou cardiovasculaire, de cardiologie, mais enfin, toujours est-il que pour moi, ça a eu un intérêt de me dire « Ah bah oui, je vais le vivre de l'intérieur », et puis de surcroît avec un cheminement personnel, parce que j'ai été assez vite convaincu de l'intérêt des propositions du professeur Raoul à Marseille, mais enfin qui ne faisait que reprendre des stratégies qui avaient déjà été mises en œuvre en Chine et en Corée avec succès. Donc j'étais relativement convaincu de l'intérêt du médicament qui est interdit en Suisse, à mon sens de manière scandaleuse, en pratique privée depuis les débuts de l'épidémie. J'ai réussi à convaincre mon médecin, qui est quelqu'un d'ouvert d'esprit et de courageux, de me faire une prescription, mais me heurtant au rideau de fer des pharmacies. Le remède a été réservé à la pratique hospitalière. Donc j'ai dû, et je le raconte effectivement dans un article, mais ce que je trouve, alors c'est amusant d'un côté, mais c'est profondément sordide de l'autre, j'ai dû aller de manière clandestine me procurer une boîte d'un remède qui pouvait hypothétiquement me sauver la vie et que les autorités, de manière totalement injustifiable, ont interdite. Et là, effectivement, ça nous plonge d'emblée, j'ai envie de dire, dans des lignes de force sociétales, alors dont je me rends bien compte qu'elles échappent à la plupart des gens, parce que voilà, ils entendent ce que les autorités disent, ils n'ont pas fondamentalement de raison d'en douter. Trouver un média indépendant où il y ait des journalistes qui aient une vraie liberté de parole et d'investigation, ça n'existe plus. Donc le constat, c'est que la presse n'existe plus. Vous avez écrit que c'était une épidémie plus médiatique que sanitaire, finalement. Alors, oui, enfin, comment dire ? De nouveau, les données telles qu'aujourd'hui, on les connaît. Il peut y avoir des surprises. Aucune conviction scientifique n'est jamais définitive. Edgar Morin a soulevé très justement que le propre d'une théorie ou d'une hypothèse scientifique, c'est qu'elle est réfutable.
Et notamment aujourd'hui, quand on voit des médecins qui disent on a besoin de certitude scientifique sur l'hydroxychloroquine, c'est une imbécilité. On n'a jamais de certitude scientifique. Si on a une certitude, c'est qu'on n'est plus dans la science. Et de mon point de vue, beaucoup de ces gens-là ne sont plus dans la science. Vous avez 8000 personnes chaque année en Suisse qui meurent les poumons démolis par les particules fines des véhicules polluants. C'est évidemment des gens qui sont souvent dans des conditions socio-économiques défavorables. Elles habitent le long des axes routiers. Qui à Genève habite le long de la route des Jeunes ou, vous voyez, ce que je veux dire, les gens qui n'ont pas les moyens d'habiter ailleurs, c'est pas les gens de colonies qui sont touchés. Hein. Et ce truc-là, on s'en désintéresse complètement. Donc déjà, il y a cet ordre de grandeur sanitaire. Et puis après, c'est là sans doute une des pointes pathétiques du Covid, c'est que ces facteurs de risque pour lesquels on ne fait rien, sont ceux-là même qui font que des gens meurent d'un virus qui est anodin pour les autres. Et ça, on l'a bien vu avec les particules fines, on l'a bien vu avec le microbiote, avec le système immunitaire. Donc c'est des gens dont la santé est déjà déglinguée par l'absence de politique de santé et l'exposition massive de la population aux vrais facteurs de risque que sont la malbouffe, la pollution, le stress et la sédentarité. Donc là, il faut beaucoup courir, ou en tout cas s'agiter. Vous voyez ce que je veux dire, vraiment ce scandale sanitaire structurel de nos sociétés, et ben finalement, c'est retrouvé dans le Covid. C'est-à-dire que les seules victimes, en fait, étaient des gens qui avaient déjà ces atteintes-là pour lesquelles on ne se soucie pas de protéger la santé de la population. Donc là, je pense aussi qu'il y a un espèce de mensonge d'État, mais beaucoup plus longitudinal, beaucoup plus structurel, qui a été révélé, qui est que malgré une économie de la maladie qui nous rançonne tous à hauteur de 600 balles par mois au minimum, en fait, nous n'avons pas de politique de santé. Tout ce qu'on appelle notre politique de santé, c'est une manière de réparer les dégâts tant bien que mal une fois qu'ils se sont produits, mais pas de chercher à éviter toutes ces maladies dont on sait aujourd'hui que 80% seraient évitables si on arrêtait d'exposer la population à ce qui bousille la santé. Il y a 3 jours, un papier indéfendable sur l'hydroxychloroquine a été publié par le New England Journal of Medicine, qui est un des 3 ou 4 meilleurs journaux au monde. Je veux dire, excusez mon français, c'est une merde. C'est-à-dire qu'ils ont pris 2 groupes témoins, un en état très grave avec le Covid, un ils les ont mis sous respirateur en service d'urgence, l'autre n'a reçu que de l'hydroxychloroquine qui sert à rien dans ces cas-là. Et puis ils ont dit, il y a plus de mortalité dans le groupe qui reçoit de l'hydroxychloroquine. Donc on est dans de l'imposture intellectuelle et un truc mais juste indéfendable. Et une des meilleures revues scientifiques médicales au monde le publie, sachant que les revues appartiennent à qui ? À l'industrie pharmaceutique. Donc dans le train de mesure nécessaire à prendre, le confinement est une bêtise parce qu'on met ensemble des gens potentiellement contagieux, des gens qui ne sont pas touchés par la maladie et des personnes à risque. Donc c'est le pire cas de figure pour faire flamber une épidémie. C'est ce que nous disent les meilleurs épidémiologues infectieux. C'est pas moi qui l'invente. Donc un train de réponse intelligent, c'est vous multipliez le plus rapidement possible la capacité de dépistage. Vous dépistez le plus de gens possible. Ceux qui sont contagieux, vous les mettez en quarantaine. Et accessoirement, je rappelle que le traitement hydroxychloroquine, azithromycine, permet de réduire la charge virale en quelques jours, c'est-à-dire de faire en sorte que les gens ne soient plus contagieux très rapidement, tout en évitant le fait qu'ils développent des complications. Donc on avait un traitement. La controverse scientifique, tout ça, je veux bien. La seule chose qu'on ignore face à ce traitement, c'est le degré de son efficacité. Il peut être relativement faible, parce que la plupart des gens guérissent de toute manière du Covid, ou très grande. Ça, on n'a pas de certitude par rapport à ça. Sinon, les chiffres que présente le professeur Raoult. Mais qui sont contestés, et en partie à juste titre. Donc là encore, contrairement à l'impression que beaucoup de gens ont, je ne suis pas un fanatique de Raoult, un inconditionnel, je ne suis pas d'hydroxychloroquine, un cheval de bataille, mais je dis juste que dans la pesée d'intérêt éthique entre ce qu'on sait et qu'on ignore, entre les bénéfices que ça peut produire et les risques ou les coûts que ça fait peser, pour moi, il y a une réponse qui est évidente. Donc, vous mettez en quarantaine les gens contagieux, vous confinez strictement les gens à risque, mais pour une période très limitée. Vous laissez l'épidémie passer, et en 2 semaines et demie, elle est passée. D'accord ? Nous, on a fait l'inverse. On a confiné de manière générale, on n'a pas testé, on a attendu que les gens soient dans des états proches de la mort pour les emmener à l'hôpital. On les a intubés avec des procédures médicales qui, a priori, ont fait plus de dégâts que de bien. Je suis navré de le dire pour les urgentistes, ils y sont pour rien.
mais quand même, c'est ce que toute une masse de données semble faire venir. Et qui a montré des images terribles qui ont passé dans les médias et qui ont renforcé cette psychose collective. C'est ça. Il n'y a pas de dictature sanitaire à installer où l'État doit absolument nous dire comment on doit mourir et comment ne pas être malade. Je veux dire, c'est des recommandations. Mais moi, j'ai souvenir, et j'ai beaucoup relayé sur les réseaux sociaux une interview, mais tellement charmante, d'une dame de 95 ans au Locle, qui a été hospitalisée en détresse respiratoire. Elle a dit très clairement, moi je ne veux pas être intubée, j'ai 95 ans, pas d'intervention lourde. On lui a donné de l'hydroxychloroquine, 5 jours après elle était dehors guérie. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, on a refusé d'entrer dans cette dynamique sanitaire-là pour des raisons mais totalement absurdes sur le plan éthique et scientifique, avec comme conséquence de mettre les gens dans cette situation, de risquer de mourir du Covid, comme résultat de l'isolement et des mauvaises dispositions qui étaient prises. Et je comprends que les gens se révoltent. Alors même qu'elle avait passé dans les médias, elle. Oui, très tôt, très tôt. Donc tant mieux si le temps se réveille, c'est le temps de se réveiller, mais enfin il est peut-être temps d'être un petit peu curieux et sagace en permanence. Et puis alors des conséquences psychiques majeures, parce que là peut-être qu'on ne le mesure pas, parce qu'il y a quand même une espèce de sidération collective, donc là on est un peu stupéfait, on ne pense pas très bien, mais Peter Gotche, qui est un des plus grands épidémiologues au monde, a dit d'emblée, mais vous allez voir le nombre de suicides pour des raisons de précarité économique, pour des raisons de perte de sens, pour des raisons d'angoisse qu'on nourrit pour des raisons complètement absurdes, pour une épidémie, de nouveau, qui n'est pas pire que celle de la grippe, mais qui ne menace pas 99% des gens. 99% des gens, même en croisant le virus et en tombant malade du virus, ne feront rien de plus qu'un bête rhume ou une petite grippette. Alors, il ne faut pas dire que l'épidémie dans son ensemble est une grippette, mais à 99%, c'est une grippette. Et dans 1% des cas, ça peut être autre chose, si les dégâts sanitaires dont on ne s'occupe pas ont suffisamment endommagé les gens d'une manière qui les mette en danger. Donc vous voyez, on est vraiment dans une réalité qui n'a rien à voir avec les narrations collectives dans lesquelles on est.